Vyadirogan Satatanu Shaktan Asheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moha Ratidanjaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur et aujourd'hui en collaboration avec Matej Macedo de la chaîne Vie de Veda, on va continuer nos études de l'Ashtanga Hridayam. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la deuxième moitié du shloka numéro 23 et la première moitié du shloka numéro 24. Pourquoi cette division? Parce que Matej Macedo, il respecte les divisions qui sont dans les commentaires des textes qu'il est en train d'utiliser pour nous faire cet enseignement qu'on a vu dès le début de cette émission, de cette playlist de l'Ashtanga Hridayam. Et donc, voici ce qu'ils disent ces deux moitié de shloka. Jangalam vata bhuishtham anupamtu kapolbanam sadharanam samamalam tridha bhudeshamadishe. Jangalam vata bhuishtham. Jangalam, c'est un endroit. Et c'est un endroit qui est sec, asséché, comme un désert en fait. Donc c'est une zone qui est complètement asséchée. C'est une zone qui est aride en fait. Vata Bhuishtam. Alors, Vata c'est le dosha Vata et Bhuishtam c'est le principal, le primordial. Donc, dans ces zones qui sont arides, sèches, asséchées, désertiques, c'est des endroits, des localisations où Vata va dominer, va être prédominant, va être le dosha principal. Anupamtu kapolbanam. Anupam, ça va être un endroit qui est plutôt humide, pluvieux, avec beaucoup d'eau, avec cette présence d'eau, d'humidité, de oleosité. Ok? Kappa Ulbanam. Donc Ulbanam, c'est abondance. Donc on voit que les endroits où on a cette présence d'eau, d'humidité, etc., ce sont des endroits qui sont dominés par le dosha Kapha. C'est intéressant de voir que Vagbhata a utilisé pour Vata le mot Bhuishtam et pour Kapha le mot Olbana. Et en fait, la personne qui connaît le sanskrit sait que Olbana, c'est quelque chose qui entoure, qui protège, qui soutient quelque chose. Donc c'est quelque chose qui est un excès, ok, tout comme le mot utilisé pour Vata. C'est un excès, c'est abondant, c'est le principal. Mais là, on a un Olbanam, on a cette notion qui protège, parce que c'est le même mot en sanskrit de la pellicule, de la membrane qui protège le fœtus quand il est dans le ventre de sa maman. Et c'est vrai que Kapha, il a cette notion. Donc Vagbhat, il est en train de nous dire que les régions qui sont humides, pluvieuses, etc., ce sont des régions où Kapha, il est en train d'abonder, d'être prédominant, mais il y a cette notion de protection, de soutien, d'entourer. Okay? Donc ce mot Ulbanam, il signifie quand même l'excès, la prédominance, l'excès. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion d'entourer et on le sent dans les pays tropicaux, dans les pays pluvieux, par exemple en Inde, dans la saison des pluies, quand il y a beaucoup de pluie, on a vraiment cette sensation d'être enveloppé de quelque chose, comme si on était dans l'intérieur d'une gélatine ou quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment cette sensation, ce mot il décrit très bien cette description, elle est parfaite pour une région qui est donc de type Kapha, où Kapha il abonde. Sadharanam. Sadharana, c'est quelque chose qui est normal, quelque chose qui est le plus commun. Et quand on parle de deux opposés, comme on vient de faire, Sadharanam dans le sanskrit, c'est celui qui est au milieu, la voie du milieu entre deux opposés. Donc encore une fois, Vagbhat, il a très bien choisi ce mot pour décrire ce qu'il veut décrire. Donc dans ce cas, Sadharana, il signifie quelque chose qui est au milieu entre une région, un endroit qui est très très sec, qui a une sécheresse extrême, un endroit désertique, et un endroit qui est plutôt humide, pluvieux, qui est très mouillé, si on peut dire comme ça. Donc là, Matej Macedo, il profite pour nous dire que c'est magnifique et que c'est très beau le sanskrit, parce que rien que le mot Sadharana, il signifie
plein de choses. Et en fait, quand on traduit directement du sanskrit, on perd énormément de choses. Parce que dans la description, pour la personne qui connaît le sanskrit, le mot sadharana, ça signifie tout un tas de choses. Il y a tout un listing à savoir qui rapporte à ce mot-là. Et en fait, quand on fait un travail de traduction, forcément, il y a des notions qui se perdent parce qu'on doit choisir un mot pour traduire. Et donc, il y a tout un tas de notions à côté parallèles et importantes qu'on perd. Et en plus de ça, dans l'Ashtanga-Hridayam, Bhagavad, c'était vraiment un artiste dans le choix des mots et il était vraiment très fort pour ça. Il choisissait vraiment les mots très bien et c'était un poète. Et du coup, le fait de traduire, on perd énormément d'informations. Forcément, mais c'est le mieux qu'on peut faire aujourd'hui. Donc là, dans ce cas particulier, on sait que sadharana peut correspondre à quelque chose qui est normal, commune, ou aussi ça peut vouloir dire ce climat qui est milieu, qui est ni trop sec, ni trop humide. Samamalam. Donc s'il y a sadharana, il y a sama, donc il y a un équilibre des trois doshas. Tridha bhudeshamadishet. Trida, c'est 3. Budesha, c'est le type de terrain. Donc, rappelez-vous que dans la deuxième moitié du shloka numéro 23, on avait vu, la première moitié du shloka numéro 23, pardon, on a vu qu'on a deux types de desha. Et un de ces types de desha, c'est bhumi, qui est le terrain géographique. Donc là, on est en train de parler d'un type de terrain géographique. Donc, Bhagavad est en train de nous dire qu'il y a 3 types de terrain géographique. Là, Bhagavad, il utilise le mot Budesha. Donc, on n'est pas en train de parler du corps, comme on a vu dans le shloka précédent. On est en train de parler spécifiquement de Desha en termes de local, de localisation géographique. Okay? Donc, dès ces endroits, Adishet, c'est indiqué, c'est dit, c'est communiqué, c'est informé. Alors, si on a Desha qui est divisé en deux, le corps et l'endroit physique géographique, Bhumi, ce Bhumi, cet endroit géographique, il va être divisé en 3. Un endroit géographique qui va être plutôt à une tendance plus sèche, où Vata va prédominer. Un endroit qui est plutôt humide, où il y a donc Kapha qui va être prédominant. Et un endroit qui est plus normal, plus commun, qui est entre les deux. Et cet endroit, c'est Samamal. Donc, il n'y a aucun dosha qui est prédominant. Okay? Donc, il n'y a aucun qui est prédominant. Et faites attention que Bhagavad utilise l'expression Samamal. Donc, mal, ce sont les déchets. Donc, c'est ce type de déchets qui sont toujours en train de créer des problèmes. Il n'a pas utilisé le mot dhatu. Il n'a pas utilisé le mot qu'on utilise quand on dit la santé. Il a utilisé le mot mal, donc celui qui peut générer des problèmes. Donc, il dit que dans ce terrain qui est entre les deux, qui est plus commun, qui est plus normal, il y aura un équilibre de ces mâles. Donc, ils ne sont pas en train de créer de problèmes pour le moment. Okay? Et ça veut dire que dans ce terrain, entre les deux, vous n'avez pas une prédominance d'un dosha ou d'un autre. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes, mais il n'y a pas une prédominance dans l'endroit spécifiquement de Vata, de Kapha ou de Pitta. Okay? Donc, dans le shloka précédent, on a vu qu'une personne pouvait avoir deux types de mal de tête selon l'endroit où elle se localisait. Donc maintenant, on comprend un petit peu mieux quels sont les types de terrains géographiques qui existent. Donc si une personne elle est dans un endroit qui est très sec, elle peut présenter un problème, une problématique, un mal de tête qui va être relié à cet endroit-là, donc qui va naturellement augmenter Vata Dosha. Mais si elle se retrouve dans un autre climat qui est très humide et où naturellement il y a Kapha Dosha qui augmente, peut-être que ce deuxième mal de tête il est plutôt relié à une augmentation de ce dosha. Okay? Vous voyez un petit peu plus concrètement comment le climat il peut influencer les doshas à l'intérieur de soi et du coup créer des maladies
qui vont avoir des raisons différentes, des nidana, des causes différentes selon l'endroit. Okay? Donc en fait, c'est très important quand on fait une consultation de prendre en considération nidana, la cause de la problématique, mais aussi desha, l'endroit, que ce soit l'endroit dans le corps, mais aussi l'endroit physique, géographique. Okay? Voilà ce qu'on voulait voir lors de ce shloka. Donc on a un petit peu compris comment fonctionnent les dynamiques. On peut aller plus loin et regarder un petit peu tous les gunas, les attributs qu'on a vus pour chaque dosha. Et on va comprendre la dynamique entre les gunas et ces endroits-là. Donc par exemple, un endroit qui est très sec, donc qui est dominé par Vata, c'est la dominance, c'est de Ruksha Guna, donc le guna qui est sec. Donc dans un endroit qui est dominé par Kapha, ça va être plutôt snigda. Mais il y a toute une sorte de dynamique qui va se passer entre les doshas et entre ces gunas selon l'endroit. Donc il n'y a pas deux endroits secs qui sont pareils, parce qu'il n'y a pas que le guna sec, le guna Ruksha qui est présent dans cet endroit-là. Donc il y aura d'autres dynamiques, il y aura d'autres gunas, donc ça devient un peu plus complexe. Et donc c'est ça, c'est la beauté de l'Ayurveda et la personne qui fait les consultations ayurvédiques, elle doit avoir une grande capacité de s'adapter au contexte où la personne vit. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de médecins ayurvédiques ont du mal, même des médecins ayurvédiques qui sont du nord, ils ont du mal à conseiller les personnes qui vivent dans le sud de l'Inde et vice-versa, et encore plus quand ils viennent en Europe ou quand ils vont aux États-Unis, parce que du coup les climats ils sont tellement différents de ce dont ils ont l'habitude qu'ils ont beaucoup de mal. C'est un grand challenge pour un médecin ayurvédique que de s'adapter à l'endroit où la personne vit. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous dans ces deux moitiés de shloka. J'espère que ce soit clair pour vous. Si ce ne l'est pas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et n'hésitez pas à liker cette vidéo et les prochaines, vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.